La magie des étoiles de Camille Andersen. Une fiction historique. Adeline observe le visage impassible de Johann, son ami, son voisin, son violateur. À ses côtés se tient le prévôt de leur petit village d'Evolène, qui résume les plaintes portées contre elle. Adeline Manot est accusée d'avoir séduit et contraint Johann Duchamp, bon père de famille, un adultère forcé. Les divers témoignages où il se joue ont exposé l'attitude provocatrice et séditieuse de la veuve Manot. Depuis la mort de son époux, elle a fait montre d'une arrogance intolérable, rejetant maintes propositions sur ses terres et incitant d'autres femmes respectables à la débauche. Ses conseils et ses remèdes, les oreilles d'Adeline bourdonnent. Le prévôt l'accuse comme si elle était déjà condamnée, comme sa mère quelques années auparavant. Ne faudrait-il pas la juger d'abord ? Ne faudrait-il pas quelques preuves ? Ne faudrait-il pas établir la vérité ? Le prévôt désigne Johann du bras. Adeline s'oblige à se concentrer. Voilà que l'on demande à la victime de s'exprimer. Le bon père de famille déclare « Vous savez tous qu'Adeline et moi sommes amis de longue date. Nos champs sont séparés par une simple haie où nous laissons quelques tonneaux pour nous asseoir. Nous nous y retrouvons parfois pour deviser. Adeline m'avait proposé de nous y rencontrer pour une nuit spéciale, une nuit magique, avait-elle dit. » Que de poésie, songe Adeline en écoutant le ramassis de mensonges de Johann. Le voilà qui transforme un rendez-vous amical en quelque chose de pervers et calculé. Les poils sur ses avant-bras se hérissent. Elle aimerait hurler son vrai visage. Ami, voisin, violateur. Adeline se contient. Elle ne donnera pas raison à ces témoins qui l'ont peinte comme une vieille folle. Elle inspire profondément. Elle ne sait pas si le prévôt lui donnera la parole avant la fin de son procès. Que trouverait-elle à dire pour se défendre ? Johann continue son récit. Il s'était retrouvé près des haies, avait contemplé les étoiles qui tombaient du ciel. Et, hypnotisé par cette nuit magique, il s'était laissé séduire. Paulin, notre voisin, lui aussi propriétaire de larges terres limitrophes, les avait alors surpris en plein acte charnel. Adeline hoche la tête malgré elle. Elle est impressionnée. Johann a déformé la vérité. Cependant, les faits concordent. Elle-même, Paulin et n'importe quel observateur pourra attester de cette version. Johann conclut. À chaque étoile qui est tombée, j'en perdais la vue. Je n'ai retrouvé l'usage de mon corps et de mon esprit qu'au moment où Paulin est apparu. L'engourdissement s'est dissipé. Je me suis réveillé dans un sursaut et je me suis écarté de l'Adeline, aussi promptement que possible. Celle-ci laisse échapper un gloussement. C'est vrai. Surpris en plein viol, il s'est écarté comme s'il avait aperçu le démon. Le prévôt et Johann la dévisagent. Une folle, une sorcière. C'est sûrement l'accusation la plus répandue de tout le pays de cette dizaine. Pourquoi Evolène serait-il en reste ? Adeline entend la foule amassée derrière elle qui murmure sa crainte. Hérésie, diable, magie noire. Va-t-on lui demander de confirmer le témoignage de Johann ? Elle ne saurait le contredire sans mentir. Au détail près, il avait rapidement tourné le dos aux étoiles en montant sur elles comme une bête. Alors comment aurait-il vu celle-ci tomber ? Adeline Manot, réclament les chevins. Qu'avez-vous à déclarer pour votre défense ? Elle se fige. Elle ne saurait dire si elle a espéré ou redouté ce moment fatidique. À vrai dire, elle ne l'attendait plus. Que peut-elle raconter ? Quel choix lui a-t-on laissé ?
Adeline ferme les yeux un instant. Elle se remémore le corps lourd de Jehanne qui écrase le sien. Une bile amère envahit sa gorge. Elle serre les dents. Ses options défilent dans son esprit comme si elle pouvait encore choisir. Sa défense? Quelle défense? Jehanne m'a forcé. J'ai tout fait pour le repousser, crache Adeline dans sa première option. La rage lui fait bouillir les veines. Menton levé, elle embrasse la brûlure, cran par cran. Elle se remémore l'amitié qui liait Jehanne et son mari, qui lui avait pour ainsi dire légué à sa mort. Elle évoque les négociations presque joueuses que Jehanne a multipliées pour obtenir ses terres. Il voulait agrandir les siennes. Il affirmait que cela pouvait attendre si elle n'était pas prête à vendre. Les yeux plongés dans ceux de Jehanne, Adeline s'écrie. « Il a relevé mes jupes, j'ai repoussé ses mains, il m'a tenu allongé au sol, je me suis débattu, il m'a écrasé le poignet de son coude, j'ai crié mon refus, il m'a écarté les jambes de son genou, j'ai appelé à l'aide, il m'a pénétré de force. » À chaque accusation, Adeline pointe son violateur du doigt et laisse monter sa voix. À la fin, elle hurle. Elle puise dans toute son obstination, celle-là même qui l'a jusque-là desservie. Comme lors de cette nuit magique, Jehanne sourit devant sa colère. Il évite les coups, la cloue sur place. Il gagne. « Jehanne m'a forcé! Tout le monde sait qu'il convoite mes terres !» explique Adeline dans sa deuxième option. Elle prend une grande inspiration pour avaler sa fierté. Elle sent bien qu'elle marche sur le fil d'une lame acérée. D'un côté, elle veut démontrer sa force. De l'autre, elle veut exposer la série de menaces dont elle a été victime. Elle croise le regard de Paulin sans oser s'y fixer. Il se tient à côté de Jehanne et du prévôt, comme pour bien marquer son camp. Le camp des notables, des vainqueurs, des accusateurs. Adeline se demande si Paulin est réellement arrivé par hasard ce jour-là, au bon endroit, au bon moment. Depuis quand Jehanne avait-il planifié son coup de grâce? Il a fait une première proposition il y a 2 hivers. Je l'ai refusé. Il a négocié de me laisser la maison. J'ai fermement décliné. Il a voulu me marier à l'un de ses fils. Je me suis amusé de son audace. Il a offert de répudier son épouse pour m'épouser lui-même. Adeline s'affaisse. Le poids des années pèse soudainement sur ses épaules, ses bras, sa poitrine. Elle aimerait implorer l'audience comme elle aurait aimé implorer Jehanne. Ignorer les échos des murmures de désapprobation. Il se moque de sa situation. Une femme seule qui cultive ses terres sans l'aide d'un homme, qui refuse les hommes, qui pense être leur égal. Elle entend le rire de Jehanne qui affirme qu'il obtiendra son dû. D'une manière ou d'une autre, il gagne. Jehanne m'a forcé, c'est lui qui m'a envoûté, lâche Adeline dans sa troisième option. Son ton est monocorde, à demi-mort. Elle trouve la force de se retourner vers son audience. Cette même audience qui avait regardé sa mère quelques années plus tôt et écouté sa condamnation à mort pour sorcellerie. Malgré ses affinités pour la médecine, Adeline s'est toujours tenue à l'écart des simples et autres remèdes pour éviter tout soupçon. Elle ne détient aucun pouvoir. Aucune femme, aucun homme n'est capable de faire tomber les étoiles par la force de sa seule volonté. Sa mère lui avait expliqué qu'il s'agissait des vents dans l'air qui lancent des étincelles. À l'œil humain, on croit voir une étoile nous tomber dessus. Adeline a su éviter les sciences héritées de sa mère. Toutefois, elle n'a jamais su faire de même avec son caractère affranchi. Sa bravade, comme son amie Gilberte aime l'appeler. Adeline la cherche des yeux dans la foule. Il s'est comporté en bon ami et je n'ai pas compris ses intentions. Au premier geste déplacé, je me suis figé. À la première menace, mon esprit s'est embrumé. Il m'a piégé, mon corps m'a abandonné.
Il s'est joué de moi !» Adeline maudit la faiblesse dans sa voix, tout en espérant encourager un peu de pitié. Elle croyait que Johan était son allié. Elle ne distingue Gilberte nulle part. Son ami s'est probablement dissimulé dans les derniers rangs. Loin de toute association avec elle, loin de l'influence d'autres veuves, femmes de savoir, propriétaires, sans famille, aguicheuses, indépendantes, marginales. Elle déglutit avec difficulté tandis qu'un goût salé vient mouiller ses lèvres. Elle comprend l'ampleur de sa méprise. Il gagne. D'autres options défilent dans son esprit, une infinité d'options. Adeline aurait pu se défendre, rendre les coups, s'enfuir peut-être, hurler son désaccord, faire entendre sa vérité. Elle aurait pu tenter de raisonner, soudoyer Johan en acceptant enfin de lui vendre ses terres, soudoyer Paulin, soudoyer le prévôt, s'abaisser à supplier, son violateur, son audience. Laisser faire, espérer de cette foule d'agresseurs la lassitude ou le dégoût, uriner le long de ses propres jupes, se mettre à pleurer, devenir folle, faire semblant de devenir folle. Adeline suffoque sous le poids des regards du prévôt, de ses amis et voisins, des habitants de ce si petit village où tout le monde se connaît et où chacun peut se permettre de juger l'autre. Elle suffoque sous le poids du corps de Johan qui l'écrase. Elle ne sait pas choisir sa défense. Il n'y en a pas. La main posée sur le Directorium Inquisitorum, son ouvrage de référence, le prévôt s'éclaircit la gorge. Paresseuse lassitude envahit ses traits lorsqu'il déclame de sa voix la plus pompeuse. Les témoignages, oui, ce jour, confirment les crimes de sorcellerie démoniaque de la veuve Manot, qui a contraint Jehan Duchamp à l'adultère. Comme présenté, ce n'est pas la première fois que cette cour juge des impertinences de cette femme. Membre impénitente et obstinée des Volaines, fille de sorcière, la relapse refuse tout repentir. Ce conseil ne peut libérer sa conscience. Il se doit en conséquence d'appliquer la loi du pays des 7 dizains. Sa manipulation de la magie noire et ses aveux de luxure condamnent Adeline Manot à périr dans les flammes. Son corps doit être réduit en cendres afin qu'il soit mémoire de justice et qu'elle ne puisse transmettre son hérésie aux prochaines générations. En attendant sa sentence, Adeline ne sait pas choisir sa réaction. Quelque chose se brise en elle. Était-ce dans son sang? Était-ce écrit dans le ciel étoilé? Ses mains tremblent. Puis, doucement, sa vie se brouille et son corps s'apaise. Une paix solitaire l'envahit. Toutes les défenses l'auraient mené à cette même conclusion. Il gagne.